Un mardi soir tranquille, dans un restaurant chaleureux appelé Marseillais, Brielle était assise en face de son mari, Devin. Le tintement doux des verres et le faible bourdonnement des conversations emplissaient l'air, mais à l'intérieur de Brielle, une tempête se préparait. Elle s'était habillée avec soin pour leur dîner, portant la robe de soie verte que Devin avait un jour dit être sa préférée. Elle avait de bonnes nouvelles à annoncer, bien qu'une partie de sa poitrine se serre d'inquiétude. À mi-chemin de son poulet Alfredo, Devin posa sa fourchette et fixa son verre d'eau comme s'il contenait les réponses à l'univers. « J'ai besoin d'espace, » dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas « il faut qu'on parle », ni même « je suis malheureux ». Juste ces trois mots, jetés négligemment dans l'espace entre eux. Brielle cligna des yeux, la lueur des bougies se brouillant devant ses yeux. 20 ans de mariage, effacés entre le plat principal et le dessert. Devin ne croisa même pas son regard. Il resta simplement assis là, étudiant la condensation qui glissait le long du verre. Brielle ouvrit la bouche pour parler mais ne trouva aucun mot. Au lieu de cela, elle ravala son choc et hocha la tête une fois. Cependant, le véritable commencement n'avait pas eu lieu chez Marseillais. Il avait commencé 3 semaines plus tôt, dans une salle d'examen stérile aux murs vermeinte, où elle était assise, tremblante, sur une chaise inconfortable. Mademoiselle Adair, vous avez un cancer du sein de stade 2, avait dit gentiment le docteur Marat, ses mots tranchant l'air avec une finalité aiguë. La chirurgie et la radiothérapie, expliqua le médecin, offraient un bon pronostic si elle commençait rapidement. Brielle avait hoché la tête machinalement, son esprit détaché de son corps, son âme planant quelque part au-dessus d'elle, essayant de saisir une réalité qui semblait trop cruelle pour être vraie. Brielle rentra de la clinique dans un état second, ses mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Pendant le trajet, elle répéta comment elle annoncerait la nouvelle à Devin, calme et rationnelle, comme il le préférait. Elle le ferait asseoir, expliquerait le diagnostic et lui dirait qu'elle était prête à se battre. Après tout, ils avaient toujours été une équipe, du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais lorsqu'elle entra dans la maison ce soir-là, le seul son était le faible tic-tac de l'horloge de grand-père. Sur le comptoir de la cuisine, son téléphone vibra. Un SMS de Devin illumina l'écran. « Je travaille tard. Ne m'attends pas. » C'était la 3e fois, cette semaine-là. Brielle posa la paume de sa main sur sa poitrine, sentant l'ennemi invisible grandir en elle, et se demanda quand Devin avait commencé à s'éloigner. Elle s'assit seule à la table de la cuisine, passant ses doigts le long des veines de marbre du comptoir qu'ils avaient choisies ensemble lors de la rénovation pour leur 10e anniversaire. Une maison qui semblait autrefois vivante ressemblait maintenant à un musée de souvenirs, soigneusement conservé mais vide. Elle se demanda quand elle était devenue juste un autre élément de décor dans la vie de Devin, quelque chose à admirer mais à ignorer. Les signes étaient là depuis des mois, mais Brielle avait été trop occupée à maintenir leur vie à flot pour les remarquer. L'obsession soudaine de Devin pour son apparence, l'abonnement à la salle de sport qu'il utilisait réellement, les parfums coûteux qu'elle ne lui avait jamais offerts. Leur conversation était devenue brève et superficielle, comme des étrangers échangeant des politesses. Il vérifiait constamment son téléphone lors des rares dîners qu'ils parvenaient à prendre ensemble. Et lorsqu'elle avait cherché sa main une nuit, il avait eu un si léger sursaut qu'elle aurait pu le manquer si elle ne l'avait pas cherché. Ce matin-là, autour d'un café pris à la hâte, Brielle tenta une nouvelle fois. « Devin, pouvons-nous parler de quelque chose d'important » demanda-t-elle, forçant sa voix à être stable. Sans lever les yeux de son téléphone, il marmonna. « Ça peut attendre? J'ai une audience dans 1 heure. » Oh! Elle ravala les mots qui montaient en elle, la peur lui griffant la gorge, et hocha la tête. Yo! Ça pouvait attendre. Ça attendait toujours. Son diagnostic, sa douleur, son existence. Les jours se transformèrent en semaines. Brielle se rendit seule à son premier rendez-vous en oncologie. Elle remplit des formulaires, rencontra l'équipe chirurgicale et discuta des options de traitement. Tout cela sans Devin. Dans le silence de leur maison, elle commença à voir les fissures qu'elle avait autrefois colmatées. Les photos encadrées le long des murs capturaient des sourires figés dans le temps, mais Brielle réalisa qu'il n'y avait plus de joie en eux. Ils vivaient dans des chambres séparées depuis des mois sous de fausses excuses. Ses heures de travail tardives. Ses matinées précoces. Un soir, en triant des factures, Brielle remarqua quelque chose d'étrange. Des frais de carte de crédit dans des bijouteries où elle n'avait jamais mis les pieds.
Des dîners dans des endroits trop intimes pour des réunions d'affaires. Puis il y avait les appels téléphoniques qu'il prenait dans le garage, la voix basse, chuchotée. Le coup de grâce fut lorsqu'elle trouva une légère trace de rouge à lèvres sur son col, un rouge rubis audacieux qu'elle n'aurait jamais porté. Les preuves étaient là. L'homme qu'elle aimait était déjà parti. Ce vendredi-là, Devin suggéra un dîner spécial. Nous devrions fêter ça, dit-il, sa voix trop enjouée, trop étudiée. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. L'espoir naquit en Brielle. Peut-être avait-il réalisé ce qui comptait vraiment. Peut-être était-ce le moment où ils reviendraient dans leur vie commune. Elle passa des heures à se préparer, choisissant une robe qui dissimulait sa perte de poids, se maquillant pour cacher les cernes sous ses yeux. Elle appela même son jeune frère, Landon, pour partager son excitation prudente. C'est peut-être le signal d'alarme dont vous aviez tous les deux besoin, dit doucement Landon. Mais Brie, sois prête à tout. Elle écarta son avertissement. 20 ans devaient bien signifier quelque chose. Sherman. Le restaurant était faiblement éclairé et calme. Le cadre parfait pour ce que Brielle croyait être un nouveau départ. Devin était beau dans son costume bleu marine. Mais il y avait une raideur dans sa posture qui tordit l'estomac de Brielle. Ils commandèrent leur repas, échangèrent des banalités maladroites. Lorsqu'elle eut enfin le courage d'annoncer sa nouvelle, Devin l'interrompit d'un léger mouvement de tête. « J'ai besoin d'espace, Brielle, dit-il, juste au moment où le serveur posait leurs assiettes devant eux. Les mots étaient froids, cliniques, détachés, comme un avocat présentant des faits. « Ça ne marche plus, ajouta-t-il. Brielle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « 20 ans, ça ne marche plus ?» demanda-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Devin soupira lourdement, comme si c'était elle qui le dérangeait. « J'ai changé. Tout has changed. Nous voulons des choses différentes maintenant. » Oh. Elle chercha sur son visage un signe de remords, une lueur de l'homme avec qui elle avait construit une vie. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même avec la question. Devin hésita juste une fraction de seconde de trop. Cette hésitation fut sa réponse. « Jessica, dit-il finalement, la voix basse. Ma secrétaire. C'est juste arrivé. Oh, just arrivé. » Comme si 20 ans pouvaient être remplacés si nonchalamment. Comme si la vie de Brielle était un pull qu'il avait décidé de ne plus porter. Elle ouvrit la bouche pour lui parler du diagnostic de cancer, de tout ce qu'elle avait porté seule. Mais à quoi bon? Il était déjà parti. Devin fit glisser une carte de visite sur la table avec l'efficacité détachée d'un homme concluant une affaire. « Mon avocat. Il vous contactera, dit-il. J'ai déjà trouvé un appartement. » Brielle fixa la carte, puis l'homme qu'elle ne reconnaissait plus. « C'est tout ?» demanda-t-elle doucement. Devin bougea mal à l'aise. « Je suppose que oui, » répondit-il. Sans un mot, Brielle posa sa serviette soigneusement à côté de son assiette intacte, se leva et sortit de Marseillaise la tête haute. Son cœur était peut-être en train de se briser, mais sa dignité restait intacte. Cette nuit-là, elle s'assit sur le bord de leur lit, son lit maintenant, et laissa les larmes couler. Le cancer pouvait attendre. Le divorce passait en premier. Quelques jours plus tard, l'enveloppe Kraft arriva. Papier de divorce signé et tamponné, détaillant méticuleusement comment leur vie commune serait divisée. Actifs partagés, compte de retraite divisé en deux, objets personnels auxquels on attribuait une valeur en dollars, comme si l'amour pouvait être mesuré en chiffres froids. Même le collier d'anniversaire que Devin lui avait offert était listé avec une estimation monétaire. Brielle aurait pu se battre. Elle aurait pu engager un avocat féroce et le traîner devant les tribunaux, prendre chaque centime qu'elle méritait. Mais quelque chose en elle avait changé. Se battre contre Devin lui coûterait l'énergie précieuse dont elle avait besoin pour quelque chose de plus important, survivre. Lorsque son frère Landon l'appela pour l'exhorter à se battre pour ses droits, Brielle dit simplement « Je dois me concentrer sur ma santé en ce moment. » Mais ce n'était pas une reddition, c'était une stratégie. Elle signa les papiers du divorce sans hésitation, les renvoya par la poste, puis passa 2 appels téléphoniques. Le premier fut à son oncologue, pour finaliser son plan de traitement. Le second fut à un vieil ami, quelqu'un que Devin avait oublié mais qui ne l'avait jamais oublié. Elder Kellan, le père de Devin. Elder avait toujours été plus un père pour elle que son propre père ne l'avait jamais été. Dans un moment de force tranquille, Brielle réalisa qu'elle avait encore des alliés, et qu'il serait bientôt nécessaire. Quand Elder répondit à son appel, sa voix était chaleureuse mais teintée de tristesse.
Je me demandais quand tu appellerais, dit-il, sa voix rauque par l'âge. Brielle ravala la boule dans sa gorge. Devin te l'a dit? Demanda-t-elle en serrant fort le téléphone. Il l'a fait, dit Elder. Il m'a raconté une histoire comme quoi vous vous étiez éloignés. J'ai vu la vérité bien avant lui. Ils restèrent silencieux, connectés par une déception partagée. J'aimerais toujours déjeuner avec toi jeudi si tu es d'accord, dit Brielle, la voix hésitante. J'aimerais beaucoup ça, répondit Elder, la voix ferme. Ce déjeuner deviendrait un tournant. C'est là, autour de toasts beurrés et de café fort, qu'Elder révéla le secret qu'il avait gardé pendant des années. Une clause dans son testament. Une clause que Devin n'avait jamais pris la peine de lire. Une clause qui changerait tout. Brielle se pencha en avant, son cœur battant dans sa poitrine. Les yeux d'Elder, vifs malgré son âge, ne vacillèrent pas tandis qu'il parlait. Après le décès de ma femme, dit-il en étalant du beurre sur son toast avec des gestes prudents, j'ai changé mon testament. Devin devait tout hériter, les actions de l'entreprise, la maison du lac, les fonds en fiducie, mais à une condition. Brielle écoutait, le souffle coupé. Elder continua. Si Devin divorçait de toi sans preuve évidente de trahison de ta part, il perdrait tout. Les actifs iraient alors à une œuvre de charité que j'ai choisie moi-même. Brielle se rassit, stupéfaite et silencieuse. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis réussit finalement à dire « Pourquoi feriez-vous ça ?» Elder sourit tristement. « Parce que je voyais qui il devenait. Je voyais comment tu portais tout pendant qu'il prenait tout pour acquis. Je n'allais pas le récompenser pour avoir jeté la meilleure chose qu'il ait jamais eue. La gorge de Brielle se serra d'un mélange d'émotions. Gratitude, chagrin, incrédulité. Elder lui tapota doucement la main. Il n'a jamais lu le testament, Brielle. Trop occupé à courir après les promotions pour lire les petits caractères. En rentrant à pied après ce déjeuner, Brielle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois, elle vit le divorce non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Devin pensait qu'il s'en était tiré libre, mais il ne réalisait pas qu'il avait tout misé et tout perdu. Alors qu'elle se remettait de sa tumorectomie, Brielle commença à reconstruire sa vie. Elle s'appuya sur Landon et Elder, assista fidèlement à ses rendez-vous de radiothérapie et trouva même le temps de renouer avec des amis qu'elle avait perdus de vue au fil des ans. Plus elle guérissait physiquement, plus son esprit devenait clair. Un soir, en parcourant distraitement les réseaux sociaux, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Une photo de Devin et Jessica dans un restaurant appelé à l'Araès. Leurs mains entrelacées, sa nouvelle bague en diamant scintillant sous les lumières douces. La légende disait, elle a dit oui. Brielle fixa l'écran, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. Moins de 2 mois après le divorce. C'était bien la peine d'avoir besoin d'espace. Brielle aurait pu fermer l'application et passer à autre chose, mais une autre publication attira son attention. Une photo du chalet du lac Aven, la précieuse maison de vacances d'Elder. C'était là que s'étaient déroulés certains des plus heureux souvenirs de Brielle. Des soirées d'hiver près de la cheminée, des baignades estivales dans le lac, peindre les volets en vert forêt avec Elder après que Devin ait décidé qu'il était trop occupé. La légende de Jessica sous la photo glaça le sang de Brielle. Planifier notre fête de fiançailles parfaite. #NevadaPart #Souvenirs de lac. La même propriété que Devin avait perdue sans le savoir. Brielle posa son téléphone avec précaution, ses mains tremblantes, mais pas de tristesse cette fois. Non, c'était quelque chose de différent, quelque chose de féroce et de stable qui grandissait en elle. Devin pensait avoir gagné, mais il n'avait aucune idée du prix qu'il était sur le point de payer. La fête de fiançailles était prévue 3 semaines plus tard, juste assez de temps, décida Brielle, pour planifier sa propre arrivée. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni même de colère. Il s'agissait de justice, une justice calme et calculée. Elle commença à se préparer, étape par étape. Elle rencontra son conseiller financier qui l'aida à obtenir son propre appartement. Elle termina ses derniers traitements de radiothérapie, célébrant discrètement avec Landon et Elder. Elle reprit légalement son nom de jeune fille, Brielle Lorne. Elle n'était plus la femme qui attendait la permission de quelqu'un d'autre pour exister. Chaque étape était comme poser une brique dans les fondations d'une nouvelle vie qu'elle se construisait. Et enfin, Brielle rencontra l'avocat d'Elder, qui lui fournit une copie certifiée et notariée du testament, la clause morale intacte et indéniable.
Elle la plia soigneusement dans une enveloppe, la scella et la glissa dans son sac à main. Ce serait son cadeau pour Devin à la fête de fiançailles. Claire, son amie la plus proche de ses années d'enseignement, l'aida à choisir la tenue parfaite. « Tu dois avoir l'air puissante », dit Claire en étudiant Brielle d'un œil critique. Après de nombreux débats, elles optèrent pour une robe bleu saphir profond qui flattait les nouveaux cheveux argentés de Brielle et sa silhouette gracieuse. Quand Brielle l'essaya, elle se regarda longuement dans le miroir. Ce n'était pas la même femme qui s'était assise seule chez Marceliès ce soir-là. Elle était plus forte, plus sage et peut-être plus importante encore, libre. « Tu es incroyable », dit Claire en s'essuyant les yeux. Brielle sourit, « Je me sens incroyable ». À l'approche de la date de la fête, Brielle répéta ce qu'elle dirait, sans jamais se laisser aller à l'amertume. Elle présenterait la vérité calmement, professionnellement. Elle ne voulait ni cris, ni drame. Les faits suffiraient à défaire la nouvelle vie soigneusement construite de Devin. Le matin de la fête se leva, clair et lumineux. Brielle prit l'avion pour le Vermont, loua une petite voiture et se rendit au chalet du lac Avesnes. Les arbres formaient une canopée de verre de fin de printemps au-dessus de sa tête, et les routes sinueuses familières lui rappelèrent une centaine de souvenirs, certains doux, d'autres douloureux. En approchant de la propriété, elle ralentit, son cœur battant à tout rompre. À travers les arbres, elle pouvait voir les lanternes en papier blanc suspendues aux arbres, le quai orné de fleurs, le son des rires d'un quatuor à cordes porté par la brise. Elle se gara tranquillement au bord du terrain, ajusta l'enveloppe dans son sac à main et sortit. Le gravier crissa sous ses chaussures, un son qui semblait faire écho à sa détermination. Brielle prit une profonde inspiration. Il était temps. Brielle se déplaça dans la foule avec une aisance étudiée, reconnaissant de nombreux visages. Des collègues du cabinet de Devin, des voisins de leur ancien country club, et même quelques personnes qui s'étaient autrefois assises à sa table à manger. Certains se tournèrent pour la regarder fixement, d'autres murmurèrent entre eux. Elle garda le menton haut et le pas assuré. Une femme nommée Gloria, qui avait autrefois médit sans relâche lors des événements caritatifs de Brielle, eut un hoquet audible. « C'est Brielle » chuchota-t-elle trop fort. Brielle sourit gracieusement et continua d'avancer. Devin se tenait près du centre du rassemblement, ses bras possessivement autour de la taille de Jessica, souriant comme un homme qui croyait que le monde tournait enfin en sa faveur. Les yeux de Jessica croisèrent les premiers ceux de Brielle, son expression passant du triomphe à l'alarme en un battement de cœur. Elle tira d'urgence sur la manche de Devin. Il se tourna et se figea. « Brielle », dit Devin, sa voix tendue mais essayant d'être courtoise. « Quelle surprise !» Brielle lui rendit son sourire avec une douceur étudiée. « Félicitations », dit-elle, sa voix portant assez pour faire taire les conversations voisines. « Je suis juste venu livrer quelque chose. » Jessica serra fermement le bras de Devin, ses jointures blanchissant. Brielle sortit l'enveloppe de son sac à main et la tendit. Devin ne fit aucun mouvement pour la prendre. Jessica, enhardie par les regards de la foule, s'avança et l'arracha des mains de Brielle. Elle l'ouvrit en la déchirant, parcourant les documents à l'intérieur. Brielle vit ses yeux s'écarquiller d'horreur tandis qu'elle lisait l'extrait notarié du testament. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Jessica, tendant les papiers à Devin. Le visage de Devin s'était vidé de toute couleur. « C'est le testament d'Elder », dit calmement Brielle. « Plus précisément, la clause que tu as négligée, Devin. Si tu divorçais de moi sans motif, sans preuve de faute, tu perdais tout. » La bouche de Devin s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. La voix de Jessica monta, stridente et accusatrice. « Tu avais dit que tout était réglé. Tu avais dit que nous étions parés. » Non. Devin attrapa les papiers, les parcourant désespérément alors que la réalité le frappait. Les actions de son père dans le cabinet, la maison du lac, le fonds en fiducie, tout était parti. Un associé principal du cabinet d'avocats de Devin s'approcha, son visage s'assombrissant en entendant la conversation. « Mitchell, dit-il sèchement, y a-t-il un problème ?» Devin lutta pour se recomposer. « C'est un malentendu, dit-il, la voix brisée. Une simple, mauvaise communication juridique. » Brielle secoua lentement la tête. « La notification officielle de l'avocat d'Elder sera livrée demain matin. Ceci n'est qu'une courtoisie. » Lucy-R.I. de Jessica Brisa, le Silence Gene. Les invités se tournèrent pour regarder ouvertement maintenant, certains chuchotant,
d'autres sortant leur téléphone. « Idiot !» hurla Jessica en jetant les documents sur la poitrine de Devin. « Tu m'avais promis. » Devin essaya de la calmer, mais il était trop tard. Le rêve qu'il avait si soigneusement construit s'effondrait sous les yeux de tous. Brielle, gardant sa dignité intacte, tourna les talons et s'éloigna, le cœur battant mais le visage serein. En atteignant sa voiture, elle entendit le chaos éclater derrière elle. Les sanglots de Jessica, les protestations frénétiques de Devin, la foule murmurante. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis très longtemps, Brielle Lorne avança sans porter le fardeau de personne d'autre que le sien. Brielle s'éloigna du chalet du lac Aven sans un regard en arrière. La route de gravier s'étendait devant elle comme un chemin vers une nouvelle vie. Elle passa la nuit dans une auberge tranquille au bord du lac, commandant le service en chambre et s'asseyant près de la fenêtre. Son téléphone vibra avec des dizaines d'appels manqués et de messages. Certains de Claire, certains d'Elder, et même quelques-uns de connaissances communes, désireuses de relayer chaque détail sordide de l'effondrement de la fête de fiançailles. Brielle mit son téléphone en sourdine et sirota son thé, se sentant non pas triomphante mais étrangement paisible. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, se voyant jubiler ou célébrer. Au lieu de cela, elle avait l'impression d'avoir enfin déposé un lourd fardeau qu'elle portait depuis bien trop longtemps. Au matin, la nouvelle s'était répandue. Les textos de Claire confirmèrent les suites. Jessica avait jeté sa bague de fiançailles dans le lac et était partie en trombe avec ses amis, laissant Devon s'efforcer de sauver le peu de fierté qui lui restait. Elder laissa un message vocal à Brielle, sa voix chaleureuse mais sombre. « C'est fait maintenant, ma fille, » dit-il. « Passe à la maison si tu as besoin d'un endroit pour te reposer. » Brielle sourit doucement, rangeant son téléphone. Elle passa le trajet de retour à Boston dans un silence pensif, s'arrêtant à des points de vue panoramiques et respirant l'air frais. À chaque arrêt, elle sentait des couches de son ancien moi se détacher. Elle n'était plus Madame Devon Mitchell, elle était redevenue Brielle Lorne, quelqu'un qui avait survécu au chagrin, à la trahison et au cancer, et en était sortie plus forte. Il ne fallut pas longtemps avant que Devon essaie de la contacter. Quelques jours après la fête, il envoya un message demandant à la rencontrer. Contre son meilleur jugement, Brielle accepta, curieuse de savoir ce qu'il pouvait bien avoir à dire maintenant. Ils se rencontrèrent dans un petit café à mi-chemin entre leur nouvelle vie. Devon avait l'air différent, usé comme un homme qui avait réalisé trop tard ce qu'il avait jeté. « Jessica est partie », dit-il sans préambule, remuant son café noir avec des mouvements mécaniques. « Le cabinet m'a mis en congé. Papa ne répond pas à mes appels. » Il leva les yeux vers elle, le désespoir gravé sur son visage. « Tu as tout détruit. » Brielle le regarda fixement. « Non, Devon, tu l'as détruit. J'ai simplement arrêté de te sauver de toi-même. » Devon ouvrit la bouche pour argumenter, mais Brielle leva la main. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit-elle calmement. « J'ai un cancer. J'ai découvert 3 semaines avant que tu ne demandes le divorce. » Le visage de Devon se décomposa sous le choc. « Ah, je ne savais pas, » balbutia-t-il. « Tu ne m'as jamais donné la chance de te le dire, » dit Brielle, la voix égale. « Tu étais trop occupé à courir après ta prochaine nouveauté. » Elle vit la culpabilité inonder ses traits mais ne ressentit rien, ni satisfaction, ni pitié, juste une libération. « Je vais bien maintenant, » ajouta-t-elle. « Je suis en rémission. Et je passe à autre chose. Tu devrais aussi. » Elle se leva de la table, laissant Devon assis là avec ses illusions brisées. Dans les mois qui suivirent, Brielle se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elder vendit le chalet du lac Aven, disant que l'endroit était trop rempli de souvenirs doux amers. Il envoya à Brielle un petit paquet par la poste, un ensemble d'outils de jardinage anciens ayant appartenu à sa défunte épouse, ainsi qu'une lettre. « Fais pousser quelque chose de nouveau, Brielle. Tu le mérites. » Brielle pleura en ouvrant la boîte, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle passa les week-ends à s'occuper d'un petit jardin derrière son nouvel appartement, plantant des fleurs sauvages, des tomates et de la lavande. Les regarder fleurir lui rappela que la guérison n'était pas seulement possible, mais inévitable. Professionnellement, Brielle retrouva également ses marques. Judith Abernathy, son ancienne mentor, lui proposa un poste de gestionnaire de compte de collecte de fonds pour des organisations à but non lucratif dans son cabinet. « Nous ne t'embauchons pas par pitié, » dit sévèrement Judith. « Tu es sacrément doué dans ce que tu fais, Brielle.
Tu l'as toujours été. Oh. Brielle se jeta dans le travail, trouvant un but dans des causes qui lui tenaient réellement à cœur, au lieu d'être simplement l'ombre des ambitions de quelqu'un d'autre. Elle se fit de nouveaux amis, voyagea dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de visiter et reconstruisit lentement son estime de soi, brique par brique. Parfois, tard dans la nuit, le passé revenait la hanter, les bons souvenirs autant que les douloureux. Brielle pensait à leurs premières années, les dimanches matins paresseux, les rêves partagés, la façon dont Devon la regardait comme si elle était le soleil lui-même. Elle n'effaça pas ses souvenirs. Ils faisaient partie de son histoire, mais elle ne leur permettait plus de la définir. La guérison, réalisa-t-elle, ne consistait pas à oublier, mais à voir le passé clairement et à choisir quand même d'aller de l'avant. Chaque fois qu'elle plantait une nouvelle graine dans son jardin, chaque fois qu'elle riait sans amertume, elle se réappropriait un peu plus d'elle-même. Un après-midi, alors que Brielle quittait le marché fermier, elle aperçut une silhouette familière, Devon. Il semblait plus mince, plus âgé en quelque sorte, bien que cela ne fasse qu'un an. Il croisa son regard et lui fit un petit signe de la main hésitant. Pendant un instant, elle hésita, puis elle sourit poliment, hocha la tête une fois et continua son chemin. Elle ne ressentit ni colère, ni désir, juste une douce, presque imperceptible tristesse pour l'homme qui avait eu si peur de grandir à ses côtés qu'il avait choisi de recommencer sans elle. Mais cette tristesse ne la submergea pas. C'était juste un nuage passager dans un ciel par ailleurs clair. Ce soir-là, Brielle était assise sur son petit balcon, sirotant un thé alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Son jardin se balançait doucement dans la brise, vibrant et vivant. Landon lui envoya un texto pour prendre de ses nouvelles, avec une photo de ses enfants couverts de chocolat après une catastrophe culinaire. Claire lui avait envoyé par email un article sur un prochain gala de charité qu'elle voulait que Brielle aide à organiser. Sa vie était pleine, non pas de grandes victoires éclatantes, mais de joie simple et tranquille. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné. Perdre Devon avait semblé être la fin, mais en réalité, cela avait été son commencement. Brielle ferma les yeux et inspira l'air parfumé à la lavande. Elle n'avait pas besoin de grands gestes ni de déclarations tapageuses, elle avait tout ce dont elle avait besoin ici même. La paix, un but et le genre de force qui ne vient qu'en survivant à la tempête. Alors que le crépuscule s'épaississait et que les étoiles commençaient à piquer le ciel qui s'assombrissait, Brielle sourit, un vrai sourire non forcé, et murmura à la nuit, « Je suis à la maison. » Et cette fois, ce n'était pas un endroit que quelqu'un d'autre avait construit pour elle, mais un endroit qu'elle avait construit pour elle-même, à partir des cendres de tout ce qui avait essayé de la briser.